Cette histoire s'écrit au pluriel. Derrière ce « nous », 50 ouvriers aux mémoires entremêlées. 50 familles qui ont pris la parole pour dérouler l'histoire de la condition ouvrière de 1945 à nos jours. Ouvrier. Le mot est lancé avec fierté. Ouvrier. Pour celles et ceux qui ont eu 20 ans dans le creux des années 60, le mot se fait étendard. Au cœur de la 5e République gaulliste, il doit faire face à une nouvelle révolution industrielle. L'automatisation redessine la place de l'ouvrier. Ces années-là vantent le confort et le plein emploi, mais les ouvriers de cette génération interrogent la société. Ne sont-ils que des machines à produire? 800 fois le même geste. C'était quoi votre geste? Moi, je devais souder, j'avais une grosse machine montée sur des potences comme ça. Je devais faire 3 soudures, des points de soudure avec une machine, plus un petit cordon de soudure à l'arc comme ça, et mettre du silicone pour mettre le toit. Voilà. Donc je faisais ça. Il faisait de manière très, très rapide, très répétitive. Il y avait les bobines de fil, il fallait prendre les bobines de fil, il fallait faire les nœuds, il fallait nettoyer les bobines sales, il fallait les reposer. On sortait, on était toutes pleines de coton, tu vois. C'est ça, tu fais ça, toutes les journées tu passes tes pièces. Le nœud, enlever la bobine, remettre le fuseau, le nœud, enlever la bobine. Mettre le fuseau, le nœud, et tout le temps la même chose. Ah ouais. Tout le temps le même mouvement. Tout le temps. Les mêmes gestes, tout le temps, pendant 8 heures. Mais bon, c'est atroce. Percer des trous toute la journée, quand vous avez fini 1000, ils vous en ramènent le lendemain 10 000, c'est atroce. Ben en fait, on donne à manger au robot, vous lui mettez des pièces, et lui, avec ses pinces de soudure, va assembler les pièces de façon à former toutes les parties du véhicule. Après, vous appuyez sur les boutons, la voiture elle part, ça en a un petit peu pour recommencer. Alors, une fois que vous avez fini, vous appuyez sur le bouton, la voiture elle repart. Tout le temps le même geste, et puis c'est une amputation. Enfin, est-ce que depuis la nuit des temps, les hommes auraient imaginé de faire le même geste dans la tribu, ou je sais pas, ça paraît complètement... Dans le village, il y en a un qui va faire... Au bout d'un certain temps, quand le geste il est tellement répétitif, on a besoin de s'évader un peu. Et ça peut être de chanter, ça peut être de se faire... Bon, moi je chantais des chants... populaires, des chants révolutionnaires sur ma bécane. Mais c'est aussi une manière de résister à une forme d'aliénation. Ouais. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous fermer et dire je pense à Saint-Tropez ou les Baléares, ou peu importe, un bel endroit, et puis je m'envole pendant... Non, vous devez rester concentré. Il faut arriver à concilier un cerveau vide et des muscles, voilà. Et en fait, vous devez éviter de penser à autre chose. Sinon, vous allez vous appuyer sur votre propre sort. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Hein. Le niveau d'exigence ouvrière, tout simplement, s'élève. Et ce qui était considéré comme... on le fait, c'est difficile, mais on n'a pas le choix. Dans les années 30 ou dans les années 50, c'est vécu à partir des années 60 comme c'est pas admissible de nous traiter comme ça. Et il faut trouver des solutions. Dans ces années 60 qui chantent le progrès,
les ouvriers prennent conscience que leur travail est de plus en plus segmenté. Ils ne fabriquent plus une pièce ou un objet, ils exécutent un geste. En 1968, c'est au cœur des chaînes et des appareils de production que le malaise va éclater. Revendications salariales, bien sûr, mais aussi et surtout, remise en cause des cadences trop élevées, de l'organisation même du travail. 68, comment ça commence chez vous, là? En janvier. Nous, on faisait jamais rien comme tout le monde. On demande 6% d'augmentation de salaire. On nous dit 2% en avril. Ça hurle. Et là, alors ça s'est encore plus mal passé, puisqu'on a eu une nuit d'émeute. Il y a eu de nombreux blessés, dont 2 qui ont eu chacun un œil crevé par les grenades offensives. Parce que c'était pas seulement les grenades lacrymogènes, c'était aussi les grenades offensives qui tombaient à vos pieds, faisaient un petit trou dans le goudron quand même. Il y avait des jeunes qui chargeaient les CRS avec des panneaux indicateurs. Ah oui, c'était d'une violence inimaginable. On a fait de, comme même dit, un héros. Ceux qui ont fait le mouvement de 60, les étudiants se sont bien battus. Pas de problème. Enfin, ceux qui ont fait 68, hein, c'est des millions de salariés en grève. Hein. Pour les salariés, comme un des mortels, ces gars-là qui font des hautes études, ils se battent tout de suite, ça leur coûte rien, ils perdent pas de salaire. Et puis de plus, c'est ceux-là qui viendront nous en faire baver après, quand ils seront cadres. Bon, c'était ça au départ. Les grèves de mai-juin 68 sont les grèves ouvrières les plus importantes du siècle. Il y a 7 millions sans doute de salariés en grève, jusqu'en 1936. On est dans un moment où, quand on est étudiant et qu'on se met en grève, on va voir les ouvriers. Parce que c'est eux, la classe révolutionnaire. C'est eux qui incarnent la vérité du combat de classe. C'est le moment dans l'histoire du pays où le plus de rencontres entre classes sociales s'est opéré. Et la force des grèves ouvrières de 68, c'est que c'est aussi des grèves où on va contester l'organisation du travail. On va s'en prendre à la rationalisation du travail. On va vouloir inventer une autre manière de travailler. Je demanderai aux camarades s'ils sont d'accord pour la grève que nous menons actuellement. Et je vous demanderai aussi de la voter à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord de la grève que mène votre mari maintenant? Pour nous porter demande main, parce que le vie a été main dure, on n'y arrive plus. On a 3 minutes dans ce maison, puis il y a pas moins d'y arriver qu'au chevré. On est au bout de sa rouleau, puis c'est tout. Faut que tout le monde ici met, il n'y a pas d'avance. On n'y arrive plus. Mais on est en 3 minutes, j'arrive pas à ma butte. Et moi, j'ai un mari qui est pensionné silicosé, j'ai 6 enfants, et je n'y arrive pas non plus à mon budget. Je me rappelle, on était sur le carreau de Soumont, pas loin d'ici, là, 1 kilomètre d'ici, là, d'où que je suis. Et puis, ben voilà, comme ça a été décidé, on a empêché le patron de rentrer, hein. On était devant les grilles, il disait qu'il était chez lui, mais on a dit on est chez nous. Ça a failli tourner au vinaigre, hein. Il y a quand même des morts, quoi qu'on dise. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de bruit là autour, hein. Il y a eu quand même beaucoup de malheurs. Hein. Moi, je vois encore les grenades offensives qui volaient un peu partout, hein, et qui a fait des victimes. Hein. « 68, c'est pas simplement la fête et le carnaval. Et c'est au mois de juin qu'on va avoir les conflits les plus durs, notamment dans la métallurgie, avec un patronat de combat qui refuse de céder. Avec l'appui du gouvernement Pompidou, on va avoir des interventions extrêmement brutales des forces de l'ordre qui vont aboutir à des affrontements d'une violence tout à fait impressionnante. On a négocié 2 fois, c'est 12 ou 18 heures d'affilée. Moi, je me souviens, dans ces négociations, de temps en temps, j'allais me passer de l'eau froide pour reprendre les esprits. C'est crevant, hein. Monsieur Blondeau, après 24 heures de discussion, des éléments d'accord sont intervenus entre la direction des charbonnages et les organisations syndicales des mineurs. Quels sont ces éléments d'accord? Disons qu'on a fait un constat. Oh, moi, j'ai jamais signé
un tel succès revendicatif, jamais. L'augmentation proposée fera à la fin de l'année 1968 11,25%. Je crois qu'on avait 10% d'augmentation de salaire, autant je me souvienne. Hein. D'une amélioration d'un certain nombre de choses, réduction du temps de travail. Ça a été fini, les 48 heures, ça a été fini après 68. Ben, ils lâchaient. Ils lâchaient. Mais ils ne savaient plus où ils étaient. Les gens qui nous réprimaient avaient une trouille monstre. La discipline a explosé, quoi. Je veux dire, cet autoritarisme qu'avaient les chefs d'équipe, cette pression, tout a volé en éclats, quoi. Là, c'était, il n'y avait plus rien de contrôlable de leur part, quoi. Le moindre, la moindre défaillance, la moindre merde, tout le monde débrayait. Ça repartait. Les gens se parlaient, il y avait une solidarité, vous comprenez. Et on parlait de la révolution, on parlait pas des élections, hein, on parlait pas nationalisme. On disait intérêt national, c'est l'intérêt du capital. Moi, ce mot d'ordre, je l'ai hurlé, vous comprenez. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans ce ton là. Vous rentrez y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire de toute façon alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On va y arriver, l'imposer. Bah, de toute façon, c'est fini maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec tout gros. Ça il y a 3 semaines, et plus 1 jour. Je le répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Mais ouais, les années 68, tout le bordel, les grèves, sous les pavés, la plage, détruisez vos rêves, faites-en des réalités, ça te porte, ça. Et mai 68 ouvre la tête, quelque part. Maintenant, avec le recul, c'est pas si facile que ça à analyser, c'est vrai, mais j'ai bien conscience que dans 68, on est dans un mouvement où on prend conscience des valeurs, de la société, quand on est face à l'injustice, on est jeune, enfin moi j'étais jeune, ben c'est la révolte. Et je suis révolté à l'époque. C'était l'époque où le rêve a émergé, si tu veux. Où je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. Ça voulait dire quand même une rupture avec la famille. Parce que, ah ouais, moi je me suis cassé chez moi, j'ai pris mon baluchon, j'ai été travailler, je me suis mis en colocation avec des copains à Billancourt, et puis voilà, j'allais même plus les voir pratiquement, c'était dur. Après 68, quand il y a eu des ruptures dans les familles, on remettait... Bon, par exemple, ma mère, elle était catho, bon, elle n'était pas pratiquante, hein, mais moi j'ai eu un rejet complet de la religion, toutes ces histoires-là, et donc ça faisait aussi une rupture, aussi là-dessus. Le patronat réagit à 68. Il y a un tour de vis qui est fait. Même s'il y a un droit syndical qui est reconnu, dans la réalité, on s'en rend compte dès juin, dès juillet, il y a une masse de militants syndicaux qui sont licenciés, notamment dans les petites entreprises. Et la répression contre le syndicalisme, c'est une des grandes spécificités françaises. Notamment dans l'automobile, hein, il y a le recours effectivement à des pseudo-syndicats qui se présentent comme des syndicats, mais qui sont en fait des groupes organisés au service de l'employeur et qui surtout intimident. Quand on est militant CGT, quand on veut être militant CGT à Simca, on s'expose à se faire casser la figure et à se faire licencier. Et ça dans les années 70, au vu aussi des pouvoirs publics qui ne font strictement rien. J'ai un copain qui, en 78, s'est tiré une balle dans la tronche, hein, Marchaud, il s'appelait, il avait 28 ans. Hein. Alors, on l'avait mis comme délégué syndical, on l'avait mis à la frappe-caisse, qu'on appelle ça. Tu sais, la fameuse rangée de chiffres et de lettres que tu as sur la carte grise. Tu en as long comme ça à te faire chier. Là. Donc, tous les jours, tu dois taper 300 caisses. Tu imagines le nombre de numéros. Tu prends un outil avec un N ou avec un 3, poum, poum. Donc il arrive 2 ou 3 erreurs, je veux dire, par jour. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, c'est pas... Mais quand c'était pas lui, ça allait. Quand c'était lui, c'était 1 jour à pied, 2 jours à pied, 3 jours à pied, 4 jours à pied, 5 jours à pied. Donc nous, on l'a nourri. Enfin, on l'a nourri. On lui a tous donné du fric pour qu'il puisse tenir le coup. Et puis, en 78, il s'est débarrassé. Hein. Un coup de 22 dans la tronche, hein, terminé. Hein. Il s'est suicidé suite
Il avait eu, je crois, 70 avertissements. Mais des avertissements qui laisse dépasser un badge syndical de sa veste, répond mal à son hiérarchique. Et à chaque fois, c'était avertissement, 1 jour, 2 jours, 3 jours de mise à pied. C'était un militant syndicaliste qui croyait à ses valeurs. Il a craqué, il s'est suicidé. Moi, je rencontre le lendemain Chanot, qui était chef du personnel en carrosserie, pour aller à l'enterrement de Marchot, parce qu'il n'habitait pas là, il habitait Angoulême, à côté d'Angoulême. Il fallait l'enterrer, il était tout seul ici. Il fallait qu'on l'accompagne là-bas, il fallait s'occuper des procédures, etc., prévenir ses parents qui étaient très âgés là-bas, etc. Donc je demande si on peut collecter du pognon pour aller l'enterrer. Chanot me répond directement, devant témoin, le prochain sur ma liste, c'est toi. Comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est pas... c'est comme ça. L'usine, toujours plus puissante, a été obligée de développer ses tentacules dans toutes les directions. Aujourd'hui, tous les villages environnants sont comme innervés par les cars de la grande usine. Les cars Peugeot amènent les ouvriers des villages à l'usine, les ramènent de l'usine au village. Ainsi, l'usine, nerf de tout ce pays, pénètre partout, s'insinue partout, apportant la vie, le travail et une certaine prospérité. Ben, c'était 6h du matin, on faisait 3-8. Hein. Tu commences à 5h du matin, tu finis à 13h. 6h, 2h, 14h, 22h, 22h, 6h. Tu commences à 13h, tu finis à 21h. 6h midi, 14h, 19h. Tu commences à 21h, tu finis à 5h. À 1h l'après-midi jusqu'à 10h le soir. Le poste du matin, c'était 4h moins le quart, midi moins le quart. Le poste de l'après-midi, c'était midi moins le quart, 8h moins le quart. Et le poste de nuit, c'était 8h moins le quart, 4h moins le quart le matin. On travaillait le samedi matin. Ah ben oui, hein. Quand vous vous levez 6 jours de suite, à 3 heures du matin l'hiver, c'est assez pénible. Vous avez votre nom marqué, et vous mettez dans la pointeuse, et vous pointez en bleu, donc prêt au travail avant 7h du matin. Une carte que l'on passe dedans, et puis ça mettait l'heure dessus, et puis voilà. Il manquait un quart d'heure, c'était déduit. Hein. Vous arrivez à 5h15, c'était déduit. Des fois, on avait intérêt à se dépêcher de pointer, puis après, on prenait le temps pour se déshabiller, parce qu'à force de courir, on avait marre. Et puis à la sonnerie, c'est la ruée vers la pointeuse, avec y compris parfois, c'est un copain qui met 2-3 cartons pour les autres qui sont déjà un peu barrés. Moi, je me suis aperçue, les gens changent très très vite dès qu'ils passent maîtrise. Donc il y a un cursus qui fait qu'on leur donne tout un tas de règles à appliquer en cas de conflit entre ouvriers, en cas de conflit lui-même avec un ouvrier, l'attitude à tenir, comment on doit se comporter. Ah ouais, le chef, c'est, comment on dit, le maton, un peu. Tu fais ça, tu vas là, dépêche-toi. Tapote sur le compteur. Il n'a pas beaucoup avancé, il faudrait qu'il tourne un peu plus vite, là, ton compteur. La première ouvrière, ça veut dire que vous travaillez très bien et que vous pouvez former les autres gens et puis que vous devenez responsable. C'était tout un truc, être première ouvrière. Ah, t'es première ouvrière. C'était déjà un grade au-dessus de l'ouvrière. On va dire c'est l'étape au-dessus de l'ouvrière. Donc, j'ai été première ouvrière et ensuite, assez rapidement, chef d'une section. Et là, je faisais les contrôles et également, je formais les gens. Donc, monitrice. Et vous savez combien j'ai eu d'augmentation pour faire ça ?
sur ma paye 10 centimes. Nous, on disait, il y avait dans la maîtrise, le chef d'équipe, le contremaître. Ben, maintenant, on dit des managers. On leur fait croire qu'ils sont autre chose que le petit chef Fayon dans le temps. Et maintenant, ils sont aussi chef Fayon, mais on les appelle managers. Ça fait beaucoup mieux. Mais nous, on avait peur du chef, on avait peur de tout. On parlait pas, on était là, on se mettait à notre poste, et puis c'était un petit peu... voilà. Les pare-brises de 404 étaient emballés dans des grandes caisses, donc c'était large quand même. Les caisses devaient faire 1,80 m et il y avait de la paille au fond avec des cartons pour pas que les pare-brises cassent. Et on se mettait, quand la caisse était finie, donc il était 8h30 le matin, à 9h on avait fini, on se foutait là-dedans, on piquait jusqu'à 11h. On se mettait un carton sur la tête. C'était vraiment un drôle de truc. Et bon, tout le monde le savait, mais notre boulot était fait. Donc à l'époque, on ne demandait pas de bosser jusqu'à l'heure. Hein. On demandait, il y avait une production à faire. On faisait la production, c'était fini. Ah, la perruque, le terme perruque. La perruque. J'en ai fait. Ouais, bah la perruque, hein, c'est le travail personnel pour soi sur le temps de travail. Voilà, c'est pas beau, mais il y avait toujours moyen de s'arranger pour pas que le chef s'aperçoive de ça. Évidemment, on a des machines, on a un savoir-faire, on a de tous les métiers. C'est quoi la perruque? La perruque, mais ça pouvait être réparer la poignée de porte de son appartement, ça pouvait être avoir le goût pour faire des œuvres d'art. C'est des vrais chefs-d'œuvre. Moi, j'ai des copains qui ont des chefs-d'œuvre à la maison. Alors, dans tout matériau, hein, en métal, en bois, moi-même, j'en ai fait un peu. Le cas le plus manifeste, le souvenir que j'ai, c'est les copains maghrébins qui avaient des théières. Et la théière, le coup classique, c'est le couvercle qui se dessoude. Donc il fallait un coup de brasure. Ça, c'est de la perruque. Rebraser le couvercle de la théière, évidemment que c'est de la solidarité élémentaire. Et ça transforme aussi les rapports humains. Les hommes avaient les bleus et nous, on avait des blouses. Parce que dans la porcelaine, c'était quand même... enfin, salissant, mais c'était ce kaolin plus le pétrole et tout. Les habits en prenaient un sacré coup. Moi, j'ai toujours été, jusqu'au dernier jour, j'ai toujours travaillé avec ma blouse. Je disais, c'est un cache-misère, la blouse. C'était 8 heures la production, sans arrêt, et 20 minutes pour manger, entre 7h et 7h20. C'est-à-dire qu'à l'usine, vous aviez 20 minutes pour manger. Donc vous n'allez pas vous installer avec la petite serviette autour du cou, la petite table, le verre et tout. Donc vous faisiez ça, la casse-route était terminée. En fait, on mettait des bacs entre les machines et puis on mangeait avec la copine d'en face. Et puis au bout d'un quart d'heure, il y avait le contremaître qui passait et allez. Ou alors il appuie sur le bouton et il disait allez, faut aller travailler. On peut lire aussi les espaces de travail et les usines des années 60 comme des espaces très contraints par une hiérarchie très présente, par le travail à la chaîne et en même temps par une dynamique où les ouvriers essaient de se réapproprier des espaces de liberté. Ça peut être le moment du repas, ça peut être toutes les formes de jeu, parce que ça, de jeu avec le travail à la chaîne, d'aller vite pendant 2 heures, comme ça vous récupérez 10 minutes de pause, de détournement d'un certain nombre d'objets ou de matières premières de l'usine pour en faire du bricolage. Je pense que le repas, la gamelle, s'apparente à toutes ces pratiques de grignotage d'espace de liberté dans un espace très contraint.
La gamelle, on a amené une gamelle. C'est vrai? En ferraille, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre gamelle? Ce que j'avais fait à manger le soir, je faisais un peu plus le soir et je mettais le reste dans ma gamelle pour le lendemain. C'est bon qui préparait toujours, quand même. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Il y en a qui se le font toutes seules, hein? Je sais pas. Et toi, il fallait... Moi, mon casse-croûte, le petit salé. Oui, petit salé. Ah, j'adorais ça, la poitrine fraîche, là. Ah, j'adorais ça. Et dans les rigoles, c'était en sable. Et le sable était chaud à un moment donné, il était bouillant. Alors, on avait ce qu'on appelle les saucisses à cuire. Le Lorraine, c'est des saucisses comme les Montbéliards. On mettait dans le sable chaud, puis on recouvrait avec du sable. Et ça cuisait dans son jus à l'étouffer. Bon, alors ça, c'était vraiment bon. L'usine, c'est un lieu, malgré tout, de solidarité, de bonne ambiance, finalement, mais c'est aussi un lieu de souffrance. C'est un lieu d'injustice. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand on me disait un tel est à la retraite, il va être à la retraite, ou il est à la retraite, il va te la voir. Donc, ça veut dire qu'il avait 65 ans. Ça veut dire que pour moi, 2-3 ans après, il était mort. Et c'est ce qui se passait, hein. C'est que les gens ne vivaient pas vieux. Hein. Tu es ouvrier, tu te tais, tu monteras. Sauf que c'est pas vrai. Tu finiras ta carrière avec 100 balles de plus, le dos foutu, des tendinites, des maladies professionnelles qui sont même plus reconnues par la sécurité sociale parce que les patrons ne veulent plus payer. Et puis après, ben voilà, tu t'en vas, puis c'est tout. Puis avec leur réforme des retraites qu'ils n'arrêtent pas de nous faire, tu crèveras même au travail et tu diras merci patron. Il te payera un cercueil en carton. Il est gentil. Ça, c'est mon côté colère. Quand on vous donne un casque, des vêtements de sécurité, c'est pour votre sécurité, c'est parce que ça coûte cher si vous arrivez à un accident. C'est pas forcément pour l'être humain qui est dedans. C'est vrai que, quelque part, quand on peut y penser naïvement, non, mais attends, non, ça coûte énormément cher. Dès que vous faites vous savez ce que la feuille jaune? Dès que vous avez un accident de travail, il faut que vous fassiez une déclaration. Donc l'employeur, il vous fait une feuille de maladie spécifique, accident. Et dès qu'il fait cette feuille de maladie, il est taxé. Obligatoirement. Donc lui, il cherche à payer le moins possible, donc il doit améliorer les conditions. En fait, c'est pour inciter l'employeur à vous équiper au niveau de sécurité. Vous me dites, la classe ouvrière, est-ce qu'elle existe? Je vous invite à aller à une manifestation des victimes de l'amiante. Vous verrez la classe ouvrière. Le nombre d'ouvriers qui trimballent leur bouteille d'oxygène, là, qui ont les poumons foutus. C'était un gars qui travaillait dans une fosse sous des machines et des travaux où moi j'aurais pu être. C'était des graisseurs qui graissaient les machines et la machine s'est remise en marche. Il a été décapité. C'est terrible. Il y a des témoignages de gens qui ont vu, de camarades qui ont vu ça. On est marqué à vie. Et donc ça a explosé et bon, on a fait les manœuvres. Puis en faisant les manœuvres, ah putain, tu vois c'est pas un être humain, c'est quelque chose qui a été cramé, un arbre, comme un arbre mort, quoi. C'est des cendres noires, comme du charbon de bois, quoi. Qui ont une forme humaine quand tu regardes bien, quoi. Mais...
selon les passions, selon ce qu'a fait le mec le week-end. On se raconte un peu nos histoires de week-end, un peu tout ça, quoi. Ça fait partie de la pause de l'usine, quoi. C'est ça, c'est souvent ça. Mais beaucoup de gonzesses, quand même. On chantait et on sifflait. Alors on sifflait, on avait un monsieur qui était un peu comme un ténor, enfin qui chantait beaucoup au Mexico, des trucs comme ça. Et après, on reprenait derrière, ou on chantait, ou alors on sifflait. Moi, je sifflais, je ne sais plus siffler, mais on sifflait en travaillant. Les filles qui roulent un peu les épaules, quoi. Il y a des petites caïdes. Il y avait des petites caïdes. Alors bon, ah, t'as vu celle-là qu'on nous amène là? T'as vu? Bah dis donc. On va pas se marrer avec ça. Elle parle pas, elle dit rien. On a intérêt de parler parce que. La mixité n'a posé aucun problème. Vraiment. Dans la formation, aucun. Après, quand il a fallu aller à l'atelier, alors là, les suites et la mise en pratique de cette différence étaient plus difficiles. Le chef, c'était un homme, et puis il apprenait pas nos noms. Vous voyez, on était tous Miss. Miss, cette mois-ci, Miss. Je déteste qu'on a ce mot de Miss, je le déteste, parce qu'un jour, je lui ai dit, monsieur, vous avez une voiture? Il m'a dit oui. Vous connaissez sa marque? Oui. Il m'a dit la marque de sa voiture. Et vous connaissez pas mon nom? Non. Il n'apprenait pas les noms des filles. Bon. Un jour, quand même, je me suis fait un peu bousculer dans l'allée. Et donc là, j'ai commencé à dire stop. Je suis ouvrière comme tout le monde. Je viens travailler. J'ai droit au respect comme tout le monde. Ça suffit. Voilà. Donc, il y avait des fois des petites choses, des petits accrochages. Dans mon atelier établi, j'avais des photos de lui, des photos de cul, une femme à poil comme tout le monde. Et quelque part, j'ai changé avec les années. Et c'est, je crois, je l'ai compris qu'après, hein, à la fin, oui, c'est moi qui arrachais, qui demandais à des potes de retirer des photos qui étaient dégueulasses, hein, parce que c'était donner une image de la femme qui était pas juste. Et on s'engueulait, pas d'être pédé, mais alors, c'est ça ton problème. En tout cas, c'est pas normal que dans l'atelier, on affiche des photos dégradantes pour la femme. Parce que tu t'aperçois que ces chefs d'équipe, aussitôt qu'ils ont un peu de pouvoir, ces mecs qui étaient bien, deviennent des vrais cons avec les nanas. Le droit de cuissage, parce que ça, c'est une réalité aussi. Hein, les petits chefs qui s'estimaient tout possible avec des jeunes ouvrières. Bon, ça, c'est une réalité. Il y a toujours des histoires dessus, mais qui sont avérées. Regardez ces femmes qui sortent de l'usine. Leur tâche quotidienne d'ouvrière est terminée. Elles doivent pourtant faire face à tout, tant sur le plan professionnel que sur le plan du foyer. Ah ouais, quand tu rentres, on n'a jamais fini. Ah, c'est pour ça que mes copines et mes collègues elles me disaient ton mari pourrait bien t'aider à faire à éplucher quelques légumes. Ou... Ah, bah, je dis ouais, si tu as la bonne, toi, tu crois que si le fait de lui dire, il va le faire. Non, même si je lui disais, il le faisait pas quand même. C'est obligatoire. On ne peut pas sortir de l'usine, rentrer à la maison sans rien faire. C'est impossible. Surtout en plus quand il y a les enfants. Hein. Ben, on mangeait, on allait se reposer quand même. Et après, aller chercher les enfants à l'école, préparer à manger, soit le repassage, il y avait toujours quelque chose à faire. Et après, vite soir, et puis voilà, on regardait un peu la télé encore. Parce qu'après, il faut savoir se lever à 4 heures. Quand il rentrait de l'usine, et puis qu'il avait bu, et puis qu'on sentait en lui une colère, une rage, Ouais, ça je me rappelle bien, bien sûr. Bien sûr, ça c'était pas facile pour personne à ce moment-là. Quand les hommes revenaient, ça faisait mal hein, des fois. Ils étaient crevés, ils étaient irascibles, voire violents, et ils causaient pas, c'était des taiseux, ils causaient pas. Il y a des femmes qui n'ont jamais su ce que vivait leur mari à l'usine. Petit à petit, l'habitat de la France ouvrière se métamorphose.
une politique de construction de grands ensembles a été lancée dès les années 50. C'est une époque où accéder à un HLM, c'est faire un saut dans la modernité et le confort. C'est une époque où la convivialité se faufile entre les tours. On n'était que potes, on n'était pas le Turc, la Tunisienne, la Française, on était tous amis. Chacun parlait un peu de ce qu'il vivait dans sa famille, dire bah, moi chez moi on fait comme ça, chez moi on fait comme ça. Mais on n'avait pas ces sentiments un peu de différence entre les uns et les autres. On était vraiment tous, tous amis, tous potes, on est du même milieu, on vivait les mêmes choses. Notre père partait en même temps à l'usine, il rentrait en même temps. C'était très, très soudé en fait. Pour nous, dehors, la rue, c'était un grand terrain de jeu. Il y a plein d'aventures à vivre en fait, entre les cages d'escalier, les caves, le tour des blocs. Il peut se passer plein de choses chouettes. Quand il faisait beau comme ça, on s'installait. Il y en a un qui avait reçu le jeu de Monopoly pour Noël ou le jeu des 1000 bornes. Il nous apprenait, on jouait tous ensemble. Il y avait une collectivisation des moyens ludiques. Je viens d'inventer le terme. Mais moi, je me rappelle que nos parents se mettaient à la fenêtre, ils hurlaient, mais dans tout le quartier, on entendait. C'était Nadia, tu rentres manger. Et si Nadia n'avait pas entendu, tu disais Nadia, je crois qu'il y a ta mère là qui réveille tout le quartier. Donc elle rentrait. Quand on savait que le père de Attel ou Attel travaillait de nuit ou du matin, enfin les tournées, on savait qu'il ne fallait pas aller jouer de ce côté-là, quand on jouait dehors. Ou dès que la mère elle sortait dehors puis elle nous faisait comme ça, on savait qu'il fallait aller jouer de l'autre côté. On ne cherchait pas à comprendre, on n'était pas là, machin, non, jamais. Et donc, nos vies, y compris de gamins, nos jeux étaient rythmés par les postes de nos pères, quoi. Betoncourt avait une réputation très dure. Hein. À Belfort, ils nous appelaient les sauvages. Betoncourt, c'était un quartier de bagarreurs, c'était très dur comme quartier. Dans Potigny, il y avait plusieurs groupes. Il y avait le rond-point, donc ma femme demeurait. Il y avait le rond-point là. Et donc, il fallait pas aller au rond-point. Il y avait la bande du rond-point. Nous, c'était la bande du Suvez, il y avait la bande du Clos Michel, il y avait des clans, hein. Il y avait des clans. Politiquement, à l'extrême gauche, des formations radicales naissent et séduisent la jeunesse révoltée. De son côté, le Parti communiste n'est plus le premier parti de France, mais conserve son influence et ses bastions. Les socialistes, eux, se refondent autour de la figure de François Mitterrand. Arrivée de Georges Marchais qui salue M. Jules Moch, ancien ministre socialiste. En 1972, le rassemblement des trois forces majeures de la gauche institutionnelle tente de canaliser cette jeunesse et de donner un nouveau souffle à l'opposition au pouvoir pompidolien. François Mitterrand qui salue Georges Ségui et Aragon. L'union de la gauche, c'est un espoir pour beaucoup et en même temps un frein pour d'autres. Parce que lorsque des grèves pouvaient démarrer, c'est 74, 78, il y a tendance de la part des dirigeants politiques à dire c'est pas la révolution, c'est pas ça qui va changer le monde, hein, c'est les élections. Votez bien, votez pour nous, il y a une solution, c'est le programme commun. Et dans les mots d'ordre, dans la rue, les gens gueulaient une seule solution, le programme commun. Alors que quelques années avant, les jeunes et une partie des ouvriers gueulaient une seule solution, la révolution. La question nous concerne tous. 1974 sera-t-elle une année de crise? Et dans l'affirmative, combien de temps peut-elle durer? Et en quoi affectera-t-elle notre vie? Entre 73 et 74, la crise énergétique ne fait en fait que accélérer un processus qui a démarré depuis le début des années 70, de ralentissement des gains de productivité, de début de montée du chômage.
C'est quelque chose de très dramatisé, de très présent sur tous les écrans de télévision. C'est vraiment une crise qui a lieu et qui est mise en scène en même temps qu'elle a lieu. En 1974, Renault arrête l'embauche. Le bureau d'embauche est fermé. À partir du moment où on n'embauche plus, ça veut dire l'effectif va diminuer. Il y aura des gens qui sont au chômage qui ne pourront pas, ou des jeunes qui sortent des écoles qui ne pourront pas être embauchés. Donc il faut la bagarre, elle est sur l'emploi. Mais évidemment, elle est dure, là, elle est dure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un seuil psychologique. La barre du 1 300 000 demandeurs d'emploi vient d'être franchie au mois d'octobre. Monsieur, je travaille depuis l'âge de 15 ans. C'est la première fois que je me trouve au chômage. Je vous garantis que ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Quel est votre métier? Moi, je suis tourneur-fraiseur. Progressivement, une conscience de crise va s'installer. Le nombre de chômeurs, lui, va augmenter de 400 000 en 1974 jusqu'à 2 millions en 1981. Donc en 7 ans, il y a 1 500 000 chômeurs de plus. En gros, c'est le septennat de Giscard d'Estaing. On dit qu'il n'y a pas de boulot. On fait des machines pour supprimer les boulots. Tout y est fait pour que ça supprime. On a fait un exploit. Alors, on supprime 50 boulots, puis on a une machine. Puis après, une machine, elle coûte. Une meuleuse, une énorme meuleuse, qui supprimait, je crois, une vingtaine de personnes. Un travail extrêmement fatigant, hein, parce que les gens, quand on était meuleur, et j'ai vu des gens, ils ont meulé peut-être des dizaines d'années, et puis, oui, au moins des dizaines d'années. Faire que ça, meuler. Alors que la machine, elle a rendu service, la pénibilité, c'est très important. Dans cette France en crise qui connaît son premier chômage, dans ces usines qui éprouvent alors l'automatisation débridée, une expérience menée par des ouvriers va tenir le pays en haleine. C'est bien la première fois qu'un conflit social évolue de cette façon. Aux usines LIP de Besançon, le personnel, qui est opposé depuis 2 mois à la direction, a décidé de reprendre le travail à son compte. Pour les ouvriers, il s'agit de s'attribuer un salaire de survie en fabriquant et en vendant les montres à un prix inférieur à celui pratiqué habituellement. En juin 1973, ils séquestrent les 2 directeurs, ils occupent l'entreprise, ils décident de cacher un stock de montres déjà réalisé et de relancer la production à partir des machines. C'est-à-dire qu'ils commettent 4 illégalités à ce moment-là, au nom d'une défense de l'emploi. C'est le célèbre mot d'ordre « on fabrique, on vend, on se paie ». Le problème qui était posé, c'était comment régler ce problème de salaire. Comment tenir le coup. On le savait, on avait suivi les mineurs, on avait suivi toute une série de grèves. On savait que le problème du fric, c'était quelque chose de terrible. C'est d'ailleurs là-dessus qui compte. Quand on n'a plus de fric, comment peut-on continuer de penser à la lutte? On a, ah merde, il y a encore le loyer, et puis là, qu'est-ce que je vais y faire? Puis comment je vais me débrouiller pour ça? Donc bien sûr, on l'avait sur le bord des lèvres, là, cette histoire de fabriquer puis de vendre, mais on n'osait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des ouvriers, on n'a qu'une connaissance partielle. Encore 12 personnes à la sous-commission courrier. Picard, allons. Dans votre commission d'ouvriers, c'est important, parce que vous verrez qu'à travers la lutte que nous menons, c'est autre chose qu'une histoire de salaire, c'est une histoire d'hommes. Donc, tout le monde au travail. La commission accueil a relevé des individuels et des groupes de 96 pays. Il y avait une délégation de cheminots japonais. On a travaillé avec eux un certain temps
Il est venu des Indiens, avec leurs plumes, les réserves. On va savoir aussi comment ça se passe. Non, c'est des trucs... nous, on a été un peu suffoqués. Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut sabrer, si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Il est là le problème. C'était vraiment pour répondre à une situation. C'est ce que j'ai expliqué je ne sais pas combien de fois. On ne voulait pas faire plaisir aux gauchistes, enfin. Au début, on se bagarrait pour notre boîte. Puis maintenant, on a le sentiment que si on laissait tomber, premièrement, on l'aurait dans le baba, déjà, on serait battu pour 6 mois pour rien. On trahirait 160 copains qu'on laisserait tomber, et puis on décevrait des milliers de personnes qui nous ont soutenus de toutes les façons. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour nous, et nous, comme des couillons, on laisserait tomber maintenant. Alors moi, quand j'entends parler de ça, Cette pratique suscite une immense popularité dans tout le pays parce qu'on veut acheter des montres LIP pour soutenir cette grève particulière, donc parce que c'est une grève où on travaille. La lutte des LIP, c'est une des plus belles histoires du mouvement ouvrier au deuxième XXe siècle, dans ce qu'elle a ouvert comme perspective, dans ce qu'elle a révélé aux salariés eux-mêmes, dans ce qu'elle les a transformés. Et sa popularité est à la mesure de cette épopée, quoi. C'est un geste de solidarité que d'acheter une montre libre. Moi, j'en ai encore une. Ils remettent en cause la société telle qu'elle fonctionne. Et ça, c'était extraordinaire. C'est une sacrée image. On trouvait ça formidable que les mecs continuent à vendre leurs trucs, etc. Même les copains les plus stales trouvaient ça formidable. On a regardé ça assez curieusement parce que c'était pas dans notre philosophie. L'autogestion n'était pas dans notre philosophie, hein. Donc, on voyait ça, là, un encadrement, etc. On a regardé ça assez surpris. Bon, et puis comme toute expérience, on regardait. Et on ne croyait pas... Moi, je ne croyais pas au succès de l'IP. Je ne croyais pas que c'était possible. Alors que j'avais pas raison, hein, à l'époque. Je crois qu'ils ont ouvert la voie à ce qui se fait aujourd'hui, où il y a quand même pas mal de bonnes choses qui se font, hein, des coopératives ouvrières. Bon, c'est vrai que la période se prête mieux que ce qu'elle ne se prêtait à l'époque avec l'IP. Mais les ouvriers de l'IP avaient raison. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 10 mai 81, tonton élu, le lendemain, c'est les bouteilles de Ricard dans les ateliers. Ça a été comment dirais-je, un espoir, mais quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, on y croit. On y croit, bien sûr qu'on y croit. La première fois que la gauche arrive au pouvoir avec cette volonté de changer le monde aussi, de dire enfin maintenant on va avoir une société un peu plus solidaire, un peu plus équitable, etc. C'était quelque chose, un appel, un monde nouveau qui s'ouvrait. L'arrivée de Mitterrand, là, oui, il y a un espoir. Hein. J'en ai encore les poils qui me... C'était le grand jour, je ne dis pas c'était le grand soir, mais c'était le grand jour. Je veux dire, enfin, c'était le Noël. Fondamentalement, la classe ouvrière est contente en 81, massivement. Elle a voté à 70% pour Mitterrand. À Sochaux, le 11 mai au matin, ils se sont mis au travail avec un peu de retard et les premières voitures qu'ils ont produites étaient uniformément rouges. Donc, il y a ce sentiment que le peuple de gauche a gagné. Et les premières mesures sont les premières grandes mesures sociales, depuis 68, depuis surtout 36 en fait. Ils y vont convaincus, ils nationalisent, ils font des réformes très très importantes. On ne peut pas enlever ça à François Mitterrand, on ne peut pas enlever ça à ce qui est la gauche de l'époque. À ce moment-là, le Parti socialiste est proche de la classe ouvrière ou défend une logique d'industrialisation. Un nouveau front populaire qui doit s'ouvrir. Et donc de nouvelles conquêtes qui doivent commencer. On est dans cet espoir-là. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création,
forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national. Eh bien oui, j'y ai cru. On a eu quand même la 5e semaine. Il y a la retraite à 60 ans. Et Mitterrand a fait qu'on a toute la chimie, les engrais et tout ça, on a été nationalisé. Et ça nous a sauvés. Il y a les droits syndicaux, l'organisation dans les entreprises. Donc voilà, c'est très concret. Et en fait, va s'ouvrir une nouvelle petite période, c'est de faire croire aux travailleurs que c'est leur gouvernement. Et en fait, les revendications, on va les mettre sous le tapis. Enfin, des gens, on savait que les socialistes, ça veut dire on n'allait pas être trop bien, mais bon, on le savait. On leur avait dit au champ de foire de Square même. C'est vrai? Oui, moi je leur avais dit, non, pour l'instant on fait la fête, mais dans 2 ans on se tape dessus, hein, parce qu'on vous connaît. Hein. Pour la trahison, vous êtes les premiers, ça change pas.